Voilà, au terme de ces interventions, ces témoignages et ces expertises, je pense que dans la salle, chacun s'est fait une idée de l'IA. Donc, attendez les deux interventions qui vont arriver. D'une part, le réquisitoire de l'avocat général, qui sera fait par l'ancien bâtonnier de Montpellier, Maître Tisser. Et ensuite, tout de suite dans la foulée, il y aura la plaidoirie de l'avocat de la défense et qui va nous expliquer pourquoi il considère que l'IA est quelque chose de positif. Et cette plaidoirie sera faite par Maître Christol. Voilà, sans plus tarder, je vais donner la parole au réquisitoire de Maître Tisser, avocat général, dans ce procès. Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Cour, Mesdames, Messieurs les jurés, je me lève maintenant au nom de la société. Avec mes 20 petits watts de cerveau, je ne suis pas sûre d'avoir la lumière à tous les étages, mais je vais essayer. En fait, je ne suis pas seule devant vous. Derrière moi, voyez-vous, il y a des dizaines, des centaines, des milliers, des centaines de milliers de victimes de l'IA. Derrière moi, il y a des petits, des sans-grades, des exclus de la vie économique, des exclus de la vie associative, des exclus des droits, des trop vieux, des trop jeunes, des perdus, des trompés, des suicidés, les fantômes des suicidés, les fantômes des débranchés trop tôt dans les hôpitaux. Ces gens n'ont pas eu le choix face à la machine, n'ont pas eu le choix de survivre, n'ont pas eu le choix de gagner. Et demain, c'est ce qui risque d'arriver à beaucoup d'entre eux, à beaucoup d'entre elles. Parce que elles et eux, bien sûr, pas de discrimination. Alors, nous avons vu tout à l'heure une image d'accusé. Une image d'accusé. Une image d'accusé. L'accusé que vous avez vu, jolie, jeune, magnifique, parfaite. C'est une image qui ne vieillira jamais, comme le portrait de Dorian Gray. Elle nous survivra, elle est plus belle que nous, et elle parle bien. Ses mots sont parfaits. Ses éléments de langage sont merveilleux, bienveillants, lisses. Pourquoi ? Parce que celui qui les a rentrés dans la machine est un honnête homme. Imaginez, il est ici d'ailleurs, imaginez si un autre personnage, d'autres personnages, excusez-moi, je suis petite, mais j'ai du mal avec le micro, d'autres personnages, les héritiers d'Hitler, d'Eichmann, de Mengele, de Poutine peut-être, ou d'autres, remplacent les mots bienveillants par d'autres mots, par d'autres programmes. Que va-t-il se passer ? Alors lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, intelligence, rien du tout. Il n'y a pas d'intelligence. Par contre, l'artifice, oui. L'intelligence artificielle, c'est du TOC. Qu'est-ce qu'elle nous promet ? Des paradis artificiels. Ceux qui ont tué Baudelaire à 46 ans. Certes, Mick Jagger est toujours vivant. Il a très mauvaise mine. Et son talent est sec depuis 40 ans. Alors, ce que nous promettra, ce que nous promet l'intelligence artificielle, c'est un monde meilleur, un meilleur des mondes, un monde meilleur, un monde orwellien. Ça, c'est mon dossier. C'est mon dossier, Monsieur le Président. On se paiera de mots. Et bientôt, sans nul doute, nous aurons le ministère de la Paix, qui est en charge de la guerre. Nous aurons le ministère de la Vérité, en charge de l'information, en charge des loisirs, en charge des beaux-arts. Quelle vérité! Nous aurons le ministère de l'Abondance, qui gérera la pénurie, et le ministère de l'Amour, qui gérera
et qui gérera la loi, qui fera régner l'ordre. Waouh, vaste programme. J'ai bien retenu M. Mercier tout à l'heure qui nous a dit qu'en fait, si on s'intéresse à l'intelligence, il a la capacité analytique. Certes, les machines analysent, les machines nous aident, les machines nous sauvent, peut-être. Par contre, la capacité à générer des émotions, net. L'intelligence artificielle n'est pas une intelligence. L'intelligence artificielle ne générera jamais d'émotions. L'intelligence artificielle aurait-elle pu dire « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. » Un baiser, mais à tout prendre, qu'est-ce ? C'est le point rose sur le « i » du verbe aimer. Merci Cyrano. Ça, c'est impossible. Jamais l'intelligence artificielle n'aurait pu créer Guernica, n'aurait pu créer Les Misérables, n'aurait pu créer Le Rouge et le Noir, Le Lac des Cygnes, les lacs du Connemara. Quoique. Alors, l'intelligence artificielle ne risque-t-elle pas de détruire la nature? Temple ou de vivants piliers, laisse parfois sortir de confuses paroles et où l'homme passe encore à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Merci Baudelaire. Est-ce que vous croyez que les symboles informatiques sont bienveillants, familiers et bienveillants à l'égard de l'homme? Je ne le crois pas. L'exclu, le petit de 100 grades, ne le croit pas. La femme isolée ne le croit pas. Celui qui n'a plus de droit parce qu'il ne s'est pas appuyé sur le bon bouton pour appeler la CAF. Je ne le crois pas. Alors, ce que nous avons déjà entendu de nos témoins, ce qui est en jeu, c'est aussi l'esprit critique, la liberté de penser. Et vous n'aurez pas ma liberté de penser. Parce que, pour revenir à l'émotion, si le cœur n'est pas relié au cerveau et inversement, si les cœurs et les cerveaux n'avaient pas été reliés dans le passé, aurions-nous eu l'abbé Pierre, Jean Moulin, Martin Luther King, Nelson Mandela et maintenant Denis Mukwege, je ne sais pas prononcer, Mukwege, le médecin qui répare les corps en Afrique, prix Nobel de la paix? Je ne crois pas, parce qu'il n'est pas certain. Il n'est pas certain que les petits, les sans grades soient aux manettes de l'informatique. Il est plutôt certain que les grands industriels, anonymement ou pas anonymement, vont se donner les moyens. Il est certain qu'ils vont se donner les moyens parce que l'esprit humain est malheureusement très souvent perverti par l'envie, par l'appât du gain, par l'appât du pouvoir. Alors, moi je dirais que si l'intelligence artificielle nous promet les risques suivants, ce sera très grave. Parce que si on nous dit, et si on nous invite à gober tout béat et croire, l'info, l'histoire, sans jamais vérifier, et d'ailleurs sans le pouvoir, quel que soit ce qu'on entend, eh bien, je dirais non merci. Croire que la Terre est plate parce que l'ordi le dit, non merci. Accepter sans moufter de perdre son emploi parce que immigré, non déclaré, déclassé, l'ouvrier sera encore trop cher face à la machine, je dirais non merci. Penser que Birkenau est une marque de chaussures chinoise en plastique parce que les archives ont disparu, parce que l'histoire a été refaite, pour simplifier, pour ne pas faire de vagues, non merci. Enfin, s'en remettre à l'outil au plus près, peut-être, ou pas, de mourir,
l'outil qui, peut-être, va vous débrancher par erreur ou pour gérer des stocks. Alors là, non merci. Non merci, et c'est la raison pour laquelle, parce qu'il faut quand même qu'on voit la seconde dit-on, Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Cour, Mesdames, Messieurs les jurés, je vous demande, vous qui êtes des juges de chair, de sang et d'os, des êtres dont le cerveau est relié au cœur, je vous demande à votre âme et conscience de dire que l'IA, l'intelligence artificielle, ce TOC dangereux, est coupable de nuire à l'humanité, en tout cas le tente. Et je vous demande, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Cour, Mesdames, Messieurs les jurés, en votre âme et conscience, vous les êtres de chair, de sang et d'os, vous, ceux qui sont reliés par votre cœur à votre cerveau et l'inverse, de condamner l'intelligence artificielle, être débranchée à perpétuité, et ce sera justice. Je vous remercie. Après réquisition de l'avocat général, je donne la parole sans tarder à l'avocat de la défense, Maître Christol. Dans la vie professionnelle, elle est vice-bâtonnier du barreau de Montpellier. Et la parole. Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Cour, Mesdames, Messieurs les jurés, je devrais commencer par un peu de provocation au moment où je prends la parole pour défendre l'intelligence artificielle. C'est celle de vous dire, comme dans les procès de rupture, que je ne vous reconnais pas la légitimité de venir juger le peuple des machines. Parce que c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui. On vous demande à vous, jury, de chair et d'os proprement humains, de venir nous dire que votre espèce est menacée par une autre espèce et que vous devriez décider de l'éradication de cette dernière. Donc je devrais vous dire que vous êtes à la fois juge et partie, et qu'étant juge et partie, vous n'êtes pas digne d'être des juges. Et pourtant, vous êtes humain. Et c'est bien là toute la question. Donc je vais vous garder, parce qu'il va falloir que nous réfléchissions ensemble à cette question. Et surtout, nous allons essayer de voir, pour prendre un exemple concret, la question de ce que l'intelligence artificielle pourrait justement apporter à la justice des hommes. Comme une illustration de ce débat que nous avons ce soir, de savoir si ces machines nous menacent et doivent disparaître, ou si elles sont là peut-être pour venir nous conforter. D'abord, faisons un premier constat. L'humain, d'après ce que j'entends, aurait tout réussi, ferait œuvre systématiquement de raison et serait menacé par la machine qui, elle, deviendrait folle et pourrait détourner le cours des choses raisonnables que l'humain a imposées. Alors, je vais nous permettre de faire un bref constat commun et partager tous ensemble, parce que j'ai entendu que, et votre association, et le but de ces débats a été de faire œuvre de raison et de réfléchir donc en toute objectivité. Voyons donc si les humains sont les plus prompts à réfléchir de façon raisonnable et à faire œuvre de la plus grande objectivité. Voyez-vous, quand on parle de justice, par exemple, aujourd'hui, pour faire un bref constat, il y a peu, l'Assemblée nationale a voté un texte qu'on appelle « Loi pour la confiance dans l'institution judiciaire ». Est-ce à dire que la confiance aujourd'hui doit se décréter et passer par une loi et que ce ne serait plus quelque chose qui se gagne? En effet. Si on en vient à faire des lois qu'on appelle comme ça pour gagner la confiance, c'est que celle-ci s'est perdue. Alors réfléchissons pourquoi aujourd'hui, on a perdu justement, grâce à notre belle intelligence naturelle et rien d'artificiel, la confiance des justiciables et du peuple français. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même l'admettre tous ensemble et faire un constat partagé, les hommes ont échoué. Les hommes ont échoué à faire une justice de qualité, à faire une justice raisonnable, à faire une justice qui serait dispensée de la même façon sur tous les territoires et qui serait rendue équitablement à tous les êtres humains de la même façon. Parce que reprochent les Français
qui n'ont plus confiance en leur justice, à cette dernière, d'être trop lente. D'être trop lente et que, du coup, parce qu'elle est trop lente, en plus, on essaye de faire vite et en essayant de faire vite, eh bien, on la sacrifie. Parce qu'aujourd'hui, elle doit être rentable, on doit faire du chiffre, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, pourquoi ? Parce que nous manquons de moyens humains. Nous manquons de moyens humains, d'intelligence humaine, comme nous manquons de petits et de 100 grades pour aller faire des emplois qu'aujourd'hui plus personne ne veut faire. Et aujourd'hui, parce que nous manquons de moyens humains, que cette justice est trop lente, alors que pourtant elle est le produit de la raison humaine, elle est le régalien par essence, elle est ce que l'État doit rendre et doit à ses justiciables, eh bien aujourd'hui elle n'est pas fiable. Alors pourquoi la justice n'est pas fiable ? La justice n'est pas fiable parce que quel est le reproche qu'on peut lui adresser ? Le reproche qu'on peut lui adresser, c'est que, par exemple, suivant que vous soyez jugé dans certaines circonstances plutôt que dans d'autres, vous ne serez pas condamné de la même façon. Savez-vous aujourd'hui que cette belle intelligence humaine collective qu'est la justice française fera que parfois, vous pouvez être jugé en comparution immédiate à Paris, dans une chambre spécialisée à 6 heures du matin, après 40 dossiers. Et après 40 dossiers, devant des juges épuisés, devant des avocats épuisés, devant des personnes qui sont prévenues, qui sont incapables d'aligner 3 mots, on va pouvoir peut-être pourtant rendre une décision qui serait le produit de la raison, au nom de cette justice, parce qu'en France, on confond le nom d'une administration et celui d'une vertu, et le résultat n'est pas toujours impeccable. Voyez-vous, en France, on peut aussi reprocher à 2 cours d'assises de juger des choses radicalement différentes suivant là où on se trouve. Que vous soyez jugé, par exemple, par une cour criminelle à Montpellier, eh bien, vous aurez le plus grand taux d'appel de France, c'est-à-dire 50% des décisions à Montpellier sont frappées d'appel. Pourquoi ? Parce que les sanctions sont très hautes, alors que l'expérience de la cour criminelle s'est imposée à Paris depuis le début de l'année. Les peines sont très basses. Moi, je voudrais pouvoir être jugé à Paris et pas à Montpellier un jour. Vous voyez, si jamais les choses se passaient ainsi, que je doive comparaître devant un juge. Mais les justiciables aussi, et on le voit, ressentent que parfois, indépendamment de l'endroit où vous êtes, du lieu où vous êtes, la justice peut être rendue de façon différente suivant le juge auquel vous vous adressez. Il faut savoir qu'au tribunal correctionnel de Montpellier, parfois, ou d'ailleurs, tous les avocats, le mardi après-midi, à l'audience, ne sachant pas devant qui ils allaient accompagner quelqu'un pour être jugé, il est arrivé parfois de faire des malaises devant la porte. Vous ouvrez la porte, il y a un imposte de verre, et là, vous voyez le visage de votre juge. Quand vous le connaissez, vous savez que ça va plus ou moins bien se passer. Eh bien, voyez-vous, dans la salle d'à côté, ou le lendemain, pour exactement les mêmes faits, quand vous avez la grâce d'avoir ouvert la porte et de vous présenter devant un juge moins féroce, ou qui vivra moins férocement, peut-être, ce type de fait, parce qu'ils ne résonneront pas en lui de façon aussi personnelle, eh bien la décision sera, la peine infligée sera divisée par 10. Est-ce que la justice est raisonnable ? Est-ce que la justice est raisonnable ? Et est-ce que, aujourd'hui, vous n'entendez pas même... Et je vais parler du pire sans dire qu'on peut l'accréditer d'une façon ou d'une autre, mais que la justice, c'est aussi parfois de petits arrangements. Souvenez-vous déjà du mot de Coluche, qui disait à l'époque, vous savez, il y a la justice avec le bon avocat, il y a le très bon avocat qui connaît très bien la loi, mais le mieux, c'est quand même l'avocat qui connaît très bien le juge. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais ça veut dire que les gens ont intégré le fait que vous soyez puissant ou misérable, les choses seront peut-être un peu différemment, que juger le fait que vous ayez le bon avocat, le fait que vous soyez copains. Les gens pensent aussi qu'il y a des complots, qu'il y aurait des fraternités quelque part où les gens entre eux se seraient cooptés et pourraient avoir des avantages. Les gens pensent que vous soyez un homme ou une femme, par exemple, vous ne seriez pas jugé de la même façon. Les hommes pensent parfois même que vous ayez un nom à consonance maghrébine ou un nom bien différent et qui sonne très français, vous ne seriez pas abordé de la même façon. Non. Vous ne le pensez pas, bien sûr. Mais peut-être que certains peuvent être émus, n'est-ce pas, par le fait d'être jugés de cette façon-là. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait nous permettre de garantir peut-être que cet entre-soi qu'on craint, que ce fait d'être jugé par un juge qui sera féroce ce jour-là parce qu'il a un chagrin, que cette crainte
que la peine ne soit pas la même parce qu'elle serait administrée une après-midi de printemps, où tout le monde a le cœur léger, ou un lourd soir d'orage, alors que la veille, il y aura eu une catastrophe naturelle ou un nouveau drame national après un crime effroyable. Peut-être que pour s'éviter ça, le juge pourrait faire appel pour l'aider à l'intelligence artificielle. Et c'est bien là le sens de mon propos, parce qu'aujourd'hui, je crois que nous pouvons faire un constat qui est un constat simple. En France, nous avons un principe qui est celui d'égalité des citoyens devant la loi. Mais il faut bien constater que les citoyens ne sont pas égaux devant l'application de la loi. Parce qu'elle n'est pas administrée de la même façon, la justice, partout, et de façon harmonieuse sur le territoire. Alors que faire ? Parce que ça, c'est une façon de mettre à mal notre devise. Notre devise qui est quand même celle qui, au-delà de la liberté, vient nous promettre d'avoir bannière au cœur la fraternité et l'égalité. Or, aujourd'hui, tous les citoyens ne sont pas égaux devant l'application de la loi. Et moi, je vais vous proposer quelque chose pour aider ce juge fatigué, pour aider ce juge débordé, pour aider ce juge humain qui ne sait plus où donner de la tête et qui est aujourd'hui en train de mourir, de devoir sacrifier les gens qu'il est en train de juger, soit par le temps qui passe, soit par la qualité du travail qu'il doit apporter à rendre une décision de justice. Aujourd'hui, je viens vous dire que oui, vous devrez voter, que bien sûr la disparition de l'intelligence artificielle ne doit pas être jugée ce soir à Montpellier, mais que vous direz que l'intelligence artificielle, elle est là pour être au service de l'homme, parce que l'intelligence artificielle, elle est le produit de l'homme. J'entends vos inquiétudes. Vous nous dites, mais c'est terrible, pourquoi on ne pourrait pas relire l'histoire, et si un méchant était derrière l'intelligence artificielle? Mais des méchants, il y en a partout. Le propre de l'humain, qui ne partage ça avec aucun autre animal à part le grand singe, c'est le meurtre. Les machines ne commettent pas de meurtre. Les autres animaux ne commettent pas de meurtre. Il y a des méchants chez tous les humains, comme il y a le meilleur et le pire. Alors bien sûr, l'intelligence artificielle, parce que c'est un outil à notre service, eh bien, elle sera le meilleur ou le pire, sauf à pouvoir la réguler comme on nous l'a indiqué. Alors, qu'est-ce que viendrait appliquer à la justice, peut-être? Un petit cas pratique, et ça existe déjà, c'est en train d'être travaillé. Je dis qu'aujourd'hui, j'ai un mandat, je ne plaide pas pour moi, et je ne défends pas en tant que bâtonnier le fait que demain, à la chancellerie, on se dit, ça y est, on va remplacer des juges par des intelligences artificielles. Que les choses soient bien claires, c'est un message personnel aussi. Il y en a eu quelques-uns aujourd'hui, mais je crois que c'est important. Mais pourtant, la justice passe son temps à calculer. On nous a parlé de ces grands calculateurs. Demain, une prestation compensatoire par un juge aux affaires familiales. Aujourd'hui, l'an passé, il y avait encore 5 ou 6 juges aux affaires familiales. Ils sont de moins en moins, il y a de moins en moins de greffes, les décisions ne sortent pas. Et si on pouvait arriver, et c'est en étude, à trouver un logiciel qui aide ne serait-ce qu'à calculer une prestation compensatoire, quelque chose qui serait renseigné et qui ferait un peu l'essence, le sucre de toutes les décisions de justice rendues en France, pour que vous ne vous disiez pas aujourd'hui je vais charger la mule parce que je sais qu'à Montpellier où cette juge elle peut pas encadrer les hommes, oui, par exemple, ou celle-là, les femmes qui travaillent pas de toute façon elle les méprise. Non. Voyez, quelque chose qui, un peu objectivement, parce que l'idée c'est de faire œuvre de raison, si on arrivait à trouver des critères objectifs, on pourrait peut-être, justement, essayer de calculer simplement par rapport à des revenus, par rapport à un capital amassé, par rapport à un nombre d'années de mariage, par rapport... Ces systèmes existent, on pourrait les perfectionner. Et ça libérerait le juge d'un certain nombre de choses. Il pourrait être là pour le face-à-face, le nécessaire moment d'humanité où justement on va se voir, se rencontrer, se parler et on va pouvoir utiliser un curseur pour justement avoir fait tirer profit de ce que la machine aura produit. Parce que la machine, elle aura lu les pièces, parce que la machine, elle n'aura pas été fatiguée, parce qu'elle aura lu toutes les lignes. Elle ne sera pas en grève non plus, elle ne sera pas cassée, elle ne sera pas en congé maternité, la machine, et elle ne sera pas ou fâchée ce jour-là ou en vacances. Et oui. Mais voilà ce que la machine pourrait peut-être permettre d'avancer. Et en matière pénale, c'est pareil. En matière pénale, il y a des gens qui travaillent aujourd'hui sur la petite arithmétique de la peine. Parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure, que vous soyez condamné, jugé à Montpellier, ou que vous soyez jugé à Melun ou à Meaux, les choses seront différentes. Que vous soyez jugé devant tel juge ou tel autre, les choses seront différentes. Aujourd'hui, la façon dont on administre une peine, eh bien, ça relève d'une espèce de mystère absolu.
Vous êtes jugé, tout d'un coup, on vous dit, ben voilà, c'est 5 ans, c'est 8 ans, c'est 15 ans, alors qu'on ne sait pas. Comme si les juges devaient conserver cette espèce de secret qui permet la détermination d'une peine, alors que la peine, justement, c'est le reflet de quelque chose qui a blessé le corps social et qui a aussi blessé des personnes, et il faut essayer de pouvoir la calculer. Et comment on calcule une peine ? On essaye de faire des systèmes. Alors je ne vous dis pas que c'est le système qui va calculer toute la peine, mais qui peut aider. Parce que vous voyez, moi j'aimerais bien que tous les juges aient le même référentiel. Que tous les juges, par exemple, quand on a un dossier de trafic de stupéfiants, où on encourt 10 ans de prison, on puisse se dire que, par exemple, on va essayer d'établir quelques critères, 5 par exemple. 5 critères qui seraient chacun pour 2. Et on essaierait de voir dans chaque critère comment on peut essayer de raisonner cette peine. Parce qu'une peine, quand vous ne la comprenez pas, vous ne l'admettez pas. Et elle n'est pas utile. C'est aussi ça, le sens de la peine. Alors, vous voyez, une petite arithmétique de la peine, pour aller très vite, en matière de trafic de stupéfiants, on pourrait d'abord se demander quelle est la nature du produit pour 2. Parce que vous vendiez de l'héroïne, la drogue du zombie ou du cannabis, évidemment que les choses ne sont pas les mêmes. Évidemment que quand les gens peuvent mourir dans la seconde après avoir ingéré le produit, ou si les choses sont là pour les paradis artificiels et peuvent se consommer ailleurs et autrement, bien sûr que les choses ne sont pas les mêmes. Et là, il faudrait pouvoir noter sur 2. Les quantités, c'est pareil. Que vous ayez vendu 20 grammes, 20 kilos, 2000 kilos ou 10 000 kilos, c'est évidemment pas la même chose. Pour la logistique mise en place, que vous soyez sorti devant chez vous, que vous ayez envoyé du produit par la poste, ou que vous ayez utilisé un GoFast, des armes, des cash, un réseau international, c'est évidemment pas la même chose. Mais ça, vous pouvez le noter. Le profit que vous avez tiré de ça aussi. Est-ce que vous êtes un vendeur, pas un vendeur, un reseller ? Est-ce que vous êtes une nourrice, une mule ? Est-ce que vous êtes le patron ? Est-ce qu'avec ça, vous avez pu vivre et mettre votre famille à l'abri pendant 3000 ans ? Quel est le profit que vous en avez fait ? Et enfin, quelle est votre place dans le réseau ? Parce que là encore, il est question de petits et de 100 grades et de chefs. Eh bien, vous voyez tout ça, quand on arrive à mettre tous ces critères dans un petit calculateur d'arithmétique de la peine, eh bien, on arrive à une peine. Mettons, je dis n'importe quoi, je dis 5 ans. Je dis 5 ans si effectivement les faits et le produit de la raison peut arriver jusque-là, parce que tout se compare et tout se calcule. Mais qu'est-ce qu'il faudrait à ce moment-là ? Laisser la machine juger ? Non. Parce que la machine, elle est l'outil de l'homme. Ce qu'il faut, c'est que l'homme soit là pour venir mettre le curseur. Une fois que tous ces critères ont été étudiés, il faut que le juge vienne mettre le curseur. Parce que le curseur, c'est quoi ? C'est la personnalité. C'est l'individualisation de la peine. C'est qui vous êtes, comment vous êtes comporté, comment vous vous tenez. Et à partir de là, on pourrait imaginer peut-être mettre une partie de cette peine avec sursis, dire qu'elle sera exécutée d'une façon ou d'une autre. Parce que c'est ça l'humain. Parce que c'est ça le fait de comprendre l'autre de l'intérieur. C'est de voir comment, une fois qu'une peine est fixée, comment on va pouvoir la faire vivre et l'administrer. Alors oui, aujourd'hui, je suis venue vous demander peut-être de faire vivre enfin ce vieux rêve de la fraternité. C'est-à-dire que tout le monde soit regardé de la même façon. Ce vieux rêve fou que nous faisons tous, d'être les enfants d'une même mère qu'elle regarderait tous avec autant d'amour et qu'elle pourrait punir parfois pour l'éduquer avec la même fermeté. Mais que tous soient logés à la même enseigne. Et oui, pourquoi est-ce que cette intelligence artificielle ne serait pas finalement un remède à nos maux aujourd'hui, au fait que nous ayons la pratique, malheureusement trop souvent, de mots creux. Derrière, nous courons, mais qui manque un peu d'humilité. Alors oui, aujourd'hui, acceptons de pouvoir être aidés pour juste être l'humain augmenté, mais de la vraie raison. La raison apaisée. La raison qui dit tout d'elle-même, la raison transparente qui nous aidera peut-être à rendre des décisions, à soigner des gens, à faire ce qu'elle fait déjà aujourd'hui. Et si certains l'utilisent comme des fous, c'est parce qu'ils l'étaient déjà avant et qu'ils n'ont été que prolongés par cet outil. Donc aujourd'hui, au nom de cette constance que j'appelle de tous mes voeux, au nom de cette harmonie et de cette forme de sûreté en matière judiciaire, je vous demande, au titre de cet exemple-là et de tous les autres, comme le fait que tout le monde puisse être regardé comme un médecin, un chercheur nous l'a dit tout à l'heure, de la même façon partout sur le territoire, avec le même accès à une compétence extraordinaire, de dire que oui, vous acceptez humblement parce que vous êtes imparfait, que nous acceptons humblement parce que nous sommes imparfaits, de nous laisser prolonger par cet outil fantastique que serait l'intelligence artificielle, parce que qu'elle soit intelligence ou naturelle, on a parlé tout à l'heure de bêtise artificielle. La bêtise naturelle existe aussi.
l'intelligence artificielle existe aussi. Je vous demande de préserver l'intelligence, d'où qu'elle vienne. Alors, une petite précision pour la salle. Dans une audience, la cour ou le tribunal laisse choix aussi bien à l'accusation qu'à la défense, leur temps de parole. Donc je disais... Oui, alors non. Voilà. Alors, ne bougez pas, s'il vous plaît, parce qu'on arrive à l'instant fatidique. Et nous allons vous soumettre une série de questions. Il y a 5 questions. Et puis, il y aura une question finale. Vous serez appelés à voter pour nous permettre de rendre le verdict qu'il faut. Patrice, voilà, je donne la parole à Patrick qui va expliquer la méthodologie. Donc, si vous avez le lien, vous devez réactualiser la page. Vous devez avoir un bouton « Accéder au vote » qui apparaît. Vous avez 5 ou 6 questions qui apparaissent. Vous votez et après, on présentera les résultats. On vous laisse 5 minutes et après, on présentera les résultats sur l'écran.